Bienvenue dans le Nolio Podcast. Cette plateforme d'entraînement te propose aujourd'hui une immersion dans le monde fascinant des sports d'endurance avec l'interview d'un entraîneur. Nous allons chercher, pour toi public, la diversité de ce monde en pleine ébullition de recherche de la performance physique. Alors installe-toi confortablement, sors-nous ta plus belle tasse pour déguster tantôt un café, tantôt un thé, tantôt une tisane, et laisse faire ton inconscient, ton imaginaire, pioche des idées. Rassure-toi dans tes croyances, offusque-toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Allez, bonjour à tous, vous êtes sur le Nolio Podcast, épisode numéro 9. Et aujourd'hui, nous entretenons avec Frédéric Loyer. Frédéric, bonjour. Salut Hugo, salut à tous. Alors Frédéric, c'est un plaisir de t'avoir avec nous parce que tu vas, comme je te le disais tout à l'heure un peu en aparté, apporter une touche d'exotisme à tout ça sur le Nolio Podcast, puisque tu es entraîneur de canoë-kayak auprès des équipes internationales. Alors aujourd'hui, tu es avec le Canada, c'est ça? Oui, j'ai été entraîneur en France pendant quelques années et puis j'ai passé une dizaine d'années avec l'équipe de France. Ça remonte un petit peu à loin et puis ensuite je suis parti au Canada travailler dans un club d'abord. Ici, on a la particularité au Canada d'avoir de pouvoir vivre de cette activité d'entraîneur relativement bien. Il y a des gros clubs et c'est le cas dans le club dans lequel je suis aujourd'hui. Ensuite, nous avons bougé avec l'équipe nationale. Donc, je dis nous parce que je suis marié, j'ai deux filles qui m'ont suivi dans toutes mes aventures. Donc, j'ai travaillé avec l'équipe canadienne de canoë-kayak, l'équipe des dames. C'est parfois pas super successful, comme ils disent les Anglais. Ça marche pas tout le temps, mais ça développe en tout cas beaucoup d'expérience. J'ai ensuite retravaillé dans différents clubs au Canada. C'est une belle aventure car tu dois être vraiment confronté à un changement de culture, changement de langue. Donc, tu sais que nous, les Français, on est très bons en anglais. Puis là, j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour m'exprimer, pour comprendre. Et puis, j'ai eu l'opportunité de partir en Nouvelle-Zélande, travailler. Donc, j'ai travaillé avec l'équipe de la Nouvelle-Zélande en kayak. Les femmes kayak sont très, très bonnes, les hommes un petit peu moins. Donc, j'étais en charge du programme des hommes. Et puis, je suis revenu au Canada juste avant la période Covid. Et je suis actuellement dans un club. Donc, j'entraîne dans un club. Et puis, c'est près de Québec, au lac Beauport. Donc, on parle français. Vous allez voir que mon accent est teinté d'un peu de québécois. Je vais essayer C'est de parler. léger. Ouais, ok. Bon, c'est parce que je fais des efforts. Voilà. Parce que Donc, tu me voilà. as pris un petit peu l'accent québécois en restant là-bas, par mimétisme. Oui, moi, mes filles, on a l'accent québécois. Elles sont plutôt anglaises aussi. Elles parlent anglais par leur expérience en Nouvelle-Zélande. Et puis, c'est un accent pas mal rough aussi. Quand tu parles anglais. Donc, elles savent parler de français de France, comme on dit ici. Mais c'est un petit peu différent. Et puis, la culture est un petit peu différente aussi, de manière générale. Frédéric, il y a des tout petits sauts de son. Je te propose qu'on coupe la vidéo. Ouais, Pour l'instant, ok. je te redirai dans 5 minutes si ça marche toujours bien. Comme ça, l'enregistrement sera de meilleure qualité. Alors, on avait eu avant toi Eric Lacroix qui était à La Réunion, donc pareil, qui était à peu près un peu plus de 10 000 km de nous. Et Mhm. c'est vrai que du coup, même si aujourd'hui l'Internet fonctionne bien, on lui en demande un petit peu. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est le canoë-kayak de vitesse, puisque pour des pratiquants un peu comme moi, on regarde ça surtout aux Jeux Olympiques, tu sais, le reste du temps, on n'a pas trop de compétition à la TV, donc on reste un peu mauvais sur, je pense, les différentes appellations. Ouais, en fait, on est très chanceux parce que le kayak, le canoë-kayak de vitesse, de course en ligne, comme on dit en France, c'est vraiment une discipline confidentielle. Il y a beaucoup d'eau vive aussi, du slalom, de la descente de rivière. Ah, Des ça, on voit souvent ça aux Jeux Olympiques. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est très, Très très visuel. populaire, très visuel, très spectaculaire. C'est vrai que le kayak, il est un petit peu entre les deux. Ça ressemble un petit peu à l'aviron. Et alors, on
pagaie, on évolue dans des bateaux relativement instables, en bateau individuel, en bateau d'équipage, en 2 places ou en 4 places. Et puis, on a différentes distances. Donc, ça ressemble un petit peu à du demi-fond en athlétisme. Donc, des distances de 500, 1000 mètres, voire 200 mètres. Donc, entre 30 secondes à peu près d'effort et puis 4 minutes. Euh, donc, il y a des notions, oui, de vitesse, de navigation, la part de la technique est importante. C'est un sport qui est très populaire dans tous les pays de l'Est. Par exemple, en Hongrie, c'est presque un sport national. Les champions de canoë-kayak en Hongrie en vitesse sont très populaires. Et puis, c'est un sport à tradition olympique, donc qui véhicule des valeurs de rigueur, d'entraînement, voilà, dans ce que c'est l'ancien sport, les disciplines olympiques. Là, on est vraiment dans l'entraînement. Et puis, il y a des notions techniques qui sont importantes. Je voulais te rappeler que canoë et kayak, si vous n'avez pas vu ça au jeu, dans des positions. En kayak, on est assis comme les Esquimaux, puis en canoë, on est un petit peu comme les Amérindiens ici au Canada. On est sur les genoux, dans le fond. Il y a un genou qui passe devant, un genou qui passe derrière. Et puis, les bateaux sont instables. Donc, si je te faisais monter, Hugo, dans un de nos bateaux, un des jeux qu'on a, c'est de voir combien de temps tu pourrais tenir ton équilibre dans ce bateau-là. Ça ne tient jamais plus de 5 à 10 secondes. Donc, il y a vraiment Ah ouais, ouais, c'est très instable. Il y a vraiment une dimension d'équilibre, de stabilité à trouver, à chercher. On fait vraiment beaucoup, beaucoup de pratiques de bateau pour être à l'aise dans ces bateaux-là. Donc, on doit se mouvoir sur l'eau à travers 2 engins. On est assis dans un kayak. Donc, les surfaces de contact avec l'eau sont assez réduites à travers un bateau, un canoë-kayak. Et puis, le deuxième engin qu'on a, c'est celui qu'on a dans les mains, c'est notre pagaie. Soit on pagaie d'un côté en canoë, ou soit on pagaie de 2 côtés en kayak. Et on doit créer un appui, on doit trouver cet appui, et puis on doit se transporter à travers cet appui d'un point à un autre pour faire la compétition. et c'est vrai que nous, quand on les voit à la télé, c'est les athlètes de très haut niveau, c'est les compétitions internationales, et ça ne bouge pas d'1 centimètre, c'est très très propre, donc ils sont assis ou agenouillés sur l'embarcation. Et c'est vrai qu'on a cette impression de facilité, mais tu sais, un petit peu comme quand je regarde un marathon à la télé, ça court à plus de 20 km/h, puis en fait, nous, on a l'impression qu'ils font un footing. Moi, quand je vais courir à 20 km/h, déjà, ça ne dure pas très longtemps et c'est pas du tout pareil visuellement. Donc là, Ouais, je pense mais que c'est un peu pareil. ouais, c'est vrai que ne se rend pas compte de la difficulté, hein, mais c'est bon, en effet, c'est comme dans tous les sports. Euh, Ça demande beaucoup de pratique, hein. C'est pour ça que je disais qu'on a une approche très quantitative, hein. Il faut, pour te sentir bien dans ton bateau, il faut en avoir fait un certain nombre de kilomètres. Il faut avoir commencé relativement tôt quand même euh, pour développer des habiletés là, de navigation, de sensation, d'équilibre. Donc, c'est important. Donc Frédéric, pour revenir après maintenant un petit peu plus sur ce métier d'entraîneur qui est le tien, quel a été ton parcours, ta formation, puisque tu entraînes, tu m'as dit, depuis 1993. Ouais, ben moi, j'ai d'abord été un athlète de canoë. J'étais un athlète d'un niveau euh, décent, niveau national, quelques compétitions internationales. Et je ne crois pas avoir été quelqu'un de très doué. Par contre, à chaque fois que j'ai dû essayer d'aller vite, j'ai dû réfléchir. Donc, c'est peut-être ça qui m'a entraîné vers cette carrière d'entraîneur. Puis, très rapidement, n'étant pas le meilleur dans ma catégorie, il y avait toute une génération de canoë, de kayak. La France rapporte des médailles euh, régulièrement aux Jeux Olympiques. Donc, on est une nation pourvoyeuse de, de résultats. Moi, je n'étais pas dans cette game-là. Là, je n'avais pas tout à fait le niveau. Et donc, en fait, j'étais vraiment, j'avais à faire des choix. Donc, j'ai fait des études
en STAPS dans le nord de la France, à Lille. Et puis, je suis allé me préparer à Alexandre, il faut que je m'arrête, je suis désolé. J'ai un appel. Bon, je te reprends dans 2 minutes, je m'excuse. Ouais, je vais couper l'enregistrement et puis Excuse-moi, tu me ouais, redis. excuse. On peut reprendre. Oui, allô? Oui, je t'ai remis Ouais, l'enregistrement. ça va? Ouais. Ouais. Alors, tu fais 07, 07. Allez, on est reparti. Et si vous m'excusez, hein, j'ai des contraintes de suivi d'entraînement. C'est le matin ici, mais ça y est, c'est résolu. Ok, ok, ouais. Donc, je crois que j'étais en train de donner un petit peu des, euh, des idées de. Excuse-moi, Alexandre, faut que je reparte. Excuse-moi. Alors, Frédéric, qui gère aussi les athlètes en temps réel, tu vois, bah, c'est d'autant plus intéressant comme quoi tu es vraiment coach, si on en doutait. Donc, tu nous finissais ta formation, tu allais t'expatrier de France bientôt. Ouais, en fait, donc j'ai passé ensuite le professorat de sport après ma formation STAPS à l'INSEP, où j'ai obtenu dans une voie haut niveau. Donc, on était une vingtaine d'athlètes de haut niveau. Et puis, on a passé 2 ans à apprendre les bases de l'entraînement haut niveau. J'ai ensuite été entraîneur dans différents centres d'entraînement. On appelait ça des pôles à l'époque. Certains s'en souviennent. Donc, c'est des centres de préparation pour les équipes nationales. Et puis, j'étais entraîneur de l'équipe nationale pendant une dizaine d'années. Euh, des résultats, on apprend toujours de ses échecs, plus d'échecs que de très bonnes performances. Mais j'ai eu la chance de progresser. J'ai été coach à Sydney il y a déjà quelques années, et puis j'étais un jeune entraîneur. Et puis, dans la catégorie canoë, il y a eu des très belles performances avec Eric Leluc qui fait quatrième en canoë de monoplace 1000 mètres. Et puis ensuite, je crois que j'avais fait un petit peu le tour. J'avais plus une grosse motivation. Donc j'ai arrêté pendant quelques années. Étant prof de sport, j'ai pu aller travailler dans des services de l'État, le ministère de la Jeunesse et du Sport. Mais le goût du coaching, le goût de l'entraînement m'a repris. Et puis, finalement, je suis parti au Canada pour une première expérience à l'étranger. Qu'est-ce qui t'a fait choisir justement cette équipe du Canada? C'est une volonté de voir l'étranger? C'est une opportunité? C'est un mélange des deux? Dans le fond, oui, c'est une opportunité. C'est vrai aussi que, étant moi, j'étais cadre d'État, donc j'avais la possibilité d'avoir une mise en disponibilité pour voir autre chose. Et puis, je ne les retrouvais pas dans le travail, je dirais, administratif, dans les choses qui étaient mises en place pour moi au niveau de travail en France. Donc, j'ai eu une opportunité. Nos cousins canadiens, donc j'avais lié connaissance avec certains coachs canadiens et un de mes amis qui m'a proposé un poste d'entraîneur. Et puis, c'était une volonté aussi familiale de vivre autre chose avec nos enfants. Donc, j'ai aussi appris à travailler dans un club que je n'avais jamais fait. J'avais, j'avais travaillé dans des centres de haut niveau. Donc là, c'était de repartir à la base et c'était un enrichissement extraordinaire. Ah, donc, toi, à ce moment-là, tu es vraiment un coach de terrain, c'est-à-dire que tu es au bord des bassins ou avec les athlètes dans le gymnase ou tout autre lieu pour s'entraîner et tu donnes les consignes voilà, directement à l'oral. Est-ce que tu fais aussi du coaching à distance, c'est-à-dire que parfois, tu suis des athlètes qui ne sont pas forcément dans le même groupe et tu leur envoies les entraînements via des plateformes d'entraînement, peut-être comme Nolio ou d'autres? Non, je ne l'ai pas fait, en tout cas au début de ma carrière. Par la suite, j'ai utilisé d'autres plateformes d'entraînement, notamment en Nouvelle-Zélande. Et il m'est arrivé de coacher à distance quand les athlètes sont dans d'autres,
dans un premier temps, en Nouvelle-Zélande, le groupe d'athlètes que j'avais n'était pas centralisé, n'était pas au même endroit. Ah oui. Et donc, j'étais obligé d'utiliser l'entraînement à distance. Mais j'allais dire, c'était à la main. Enfin, ça n'a pas été quelque chose qui a été systématisé. Les plateformes d'entraînement que j'ai utilisées par la suite, c'était en direct et c'était sur le site avec un groupe d'athlètes identifiés qui s'entraînent directement sous ma responsabilité. Il se trouve qu'au Canada, il fait très froid. Donc, pendant la période d'hiver, une grande partie des athlètes qui vont s'entraîner dans le sud, c'est-à-dire aux États-Unis, quand la Covid nous le permet. Donc, la plupart des athlètes ont des camps d'entraînement en Floride, en Californie. Ah oui, Et au donc, sud des États-Unis. ouais, là, on va chercher la chaleur. C'est les mêmes fuseaux horaires, donc c'est intéressant du point de vue du suivi de l'entraînement. Il n'y a pas de gros décalage. Et puis, la Floride, Orlando, Disneyland, là, il y a beaucoup d'avions, c'est pas très cher, donc on peut descendre. Il y a des bateaux à descendre quand même. C'est un beau road trip à travers les États-Unis, mais tous les hivers, on a une grande partie de nos meilleurs athlètes qui descendent en Floride. Donc, en effet, je les entraîne à distance D'accord. sur, sur du suivi d'entraînement. Hmm. Et qu'est-ce qui a fait, donc tu disais que tu étais athlète toi-même, tu as poussé jusqu'au haut niveau. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça a basculé dans ton esprit, tu t'es dit, moi je veux mettre un pied de l'autre côté de la barrière, je veux devenir entraîneur. Alors, je n'ai pas la réponse, malheureusement, Hugo. Dans le fond, euh, je ne crois pas que c'était une vocation. Euh, on a été, euh, on a été embarqué avec un groupe d'athlètes pour composer l'équipe nationale. C'était une période sombre de notre fédération où il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient être coach, qui voulaient entraîner. Et puis, moi, je ne savais pas où je mettais les pieds. Donc, mais j'étais content de commencer à travailler. Je voulais vraiment être le meilleur coach. C'est plus difficile que prévu, mais j'ai plus surtout cette volonté euh, d'aider les gens peut-être au départ, et finalement d'exprimer le meilleur, de faire en sorte que les athlètes expriment leur potentiel. Aujourd'hui, ça reste quelque chose d'important pour moi, notamment au niveau du club. J'entraîne aujourd'hui dans un club, hein, c'est un gros club de kayak, c'est-à-dire que c'est très populaire le kayak ici à Québec et au Canada. Tous les jeunes viennent faire du kayak, plus ou moins pour la compétition, mais on a l'été jusqu'à une centaine d'athlètes, de jeunes sportifs. On n'est pas sportifs, on dit athlètes ici au Canada, une centaine d'athlètes qui s'entraînent de tous les âges. Donc, on a le continuum du début de la pratique jusqu'au niveau olympique. C'est le cas ici dans notre club. On a des athlètes de niveau olympique qui vont aux Jeux olympiques très régulièrement. Et puis, on développe ce continuum. Donc, il y a quelque chose de très intéressant de prendre les athlètes dès le début de leur pratique et de faire en sorte qu'ils performent en suivant des schémas de développement, comme le développement à long terme de l'athlète qui est né au Canada ici. Il y a des très bons outils. Et donc, quand tu es coach, on dit entraîneur-chef ici au Canada, pendant la période de l'été, les trois mois d'été, de printemps et d'automne, c'est vraiment notre grosse période. Et donc, on a jusqu'à une dizaine d'entraîneurs assistants que tu gères et qui mettent en place les programmes. Donc, il y a toute une logistique de compétition, un système de gestion des coachs que tu dois mettre en place. Donc, c'est vraiment un travail vraiment très, très large. Euh, et aujourd'hui, euh, je trouve que j'ai fait un peu la boucle, le tour, après le niveau olympique, le très haut niveau, me retrouver dans un club à gérer le développement des athlètes. Et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Moi, je me suis souvent posé la question de savoir qu'est-ce qui était le plus important. Toi, peut-être toi, pour nos auditeurs, dans le fond,
qui est le plus important? Est-ce que c'est l'athlète, l'entraîneur qui, à la fin du cursus de l'athlète aux Jeux Olympiques, qui produit les résultats? Ou est-ce que c'est la première fois que tu vas te poser les fesses dans un kayak et que tu as un éducateur ou un entraîneur qui donne le goût de ta pratique et qui développe les rudiments de ton sport? Je crois que vraiment, les deux sont égaux. C'est très important. On n'a pas la même reconnaissance, certainement, mais je trouve que c'est intéressant de développer aussi une forme d'attitude, une forme d'engagement auprès de ces jeunes athlètes. Eh oui, ça c'est intéressant. J'allais te faire remarquer justement dans le centre où tu es, tu as un petit peu les débutants, ceux qui se mettent au sport. Donc, très jeunes, comme tu disais, c'est mieux parce qu'ils vont progresser en termes de technique tout au long de leur vie. Donc, forcément, plus on démarre tôt, mieux c'est. Puis, je pense que quand on est très jeune, on comprend mieux certains gestes, enfin, du moins, on les assimile mieux. Je me souviens justement de mes premiers entraîneurs qui m'ont demandé de faire des exercices spécifiques, on va dire, dans mon sport. Et c'est vrai que c'est un très, très bon souvenir. Et quelque part, ça n'a rien à voir avec la pratique d'aujourd'hui, mais ils ont su donner le goût de l'effort, tu vois. Ouais, c'est vrai que quand tu commences ici au kayak, c'est bien, c'est un endroit magnifique. J'habite au lac Beauport, donc c'est une euh, petite ville à côté de Québec. Et donc, là, c'est très, très américain way of life, comme on dit, American way of life. Tu es dans les bois, il y a des belles maisons. Ici, là, en ce moment, les Esclanèges, il y a des sites de ski alpin, ski de fond. C'est le paradis de la montagne également. Et puis, il y a le lac et le kayak qui font partie je dirais, de la vie de chacun des petits jeunes qui habitent là. Donc, ils viennent pratiquer, ils nagent, ils jouent, ils essaient de ne pas tomber à l'eau dans les bateaux. Là, on essaye, nous, de développer des entraîneurs qui leur donnent le goût de la pratique. Évidemment, il y a des systèmes, comme c'est le cas en France, de formation. Et puis, une fois que ces jeunes ont pris le goût, ils s'engagent dans un très sportif d'une manière générale. Et puis, on essaye de faire en sorte de les garder dans notre activité. Et on a un sport-études, donc c'est l'équivalent des sports-études en France. Et puis ensuite, on a les jeunes, quand ils arrivent au niveau après le secondaire, ils ont des possibilités d'aménagement de leur temps pour s'entraîner et pour pouvoir, par exemple, comme je l'ai indiqué, pour aller en Floride au niveau préuniversitaire, il y a des dispositifs qui leur permettent de s'entraîner. Donc, moi, j'ai en responsabilité une douzaine, quinzaine d'athlètes de haut niveau, d'un niveau national. Et puis, on a environ une 15 à une vingtaine d'athlètes avec un entraîneur assistant qui travaille avec moi. C'est une femme et elle s'occupe du groupe sport-études. Puis, on a des activités diverses globales aussi pour nos jeunes. Oui, parce que maintenant, ça s'est vachement démocratisé, l'enseignement à distance, donc ça facilite pour partir en stage. Enfin, partir en stage, partir chercher la chaleur, ouais, si, c'est un peu partir en stage. Ouais, c'est ça. Ils partent en stage, c'est des jeunes qui doivent partir. Donc, ça demande, c'est très onéreux. Ça coûte cher. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas un système forcément de licence, peut-être comme c'est le cas dans les clubs français. Donc, c'est-à-dire que les jeunes, ils doivent acheter, ils payent, leur licence d'entrée. Ils sont coachés par des entraîneurs d'un certain niveau. Donc, ça peut être relativement cher, le tarif d'entrée dans le club. Et puis, ils doivent s'acheter un bateau. Ils doivent s'acheter au moins une ou deux paniers. C'est eux qui vont payer leur compte d'entraînement. Donc, il y a certains systèmes d'aide et de bourse. Et globalement, ça coûte excessivement cher la pratique du kayak. Ah oui, est-ce que c'est un petit peu un frein, ça? Des fois, tu vois peut-être des jeunes qui sont très doués, mais malheureusement, la famille derrière ne peut pas forcément suivre. Ouais, on n'a pas un accès démocratique à la pratique sportive ici, hein.
ça arrive dans certaines villes. Quand tu vois, à Montréal, il y a des clubs qui sont un petit peu paramunicipaux, qui développent des programmes et qui ont beaucoup de jeunes. C'est le cas à Montréal, dans d'autres villes du Canada. En ce qui nous concerne, non, on n'a pas une approche très ouverte. Déjà, d'habiter ici au lac Beauport, faut déjà avoir pas mal d'argent. On a plutôt des gens qui sont favorisés d'un point de vue financier. Donc, on voit très peu de jeunes qui seraient défavorisés, qui viendraient pas au kayak ici, là où j'habite. Maintenant, il y a beaucoup qui ne peuvent pas continuer pour des questions financières, puis d'investissement, puisque ça prend beaucoup de temps. Il faut en effet aller s'entraîner pendant les périodes d'hiver, là, pendant un bon moment à l'étranger. Donc, si tu veux travailler, avoir un petit job, etc., c'est pas mal compliqué. Ah oui, il y a aussi une dimension psychologique particulière à avoir, puisqu'il faut être prêt l'hiver à quitter ses proches pendant, tu disais, 2 ou 3 mois, quoi. Ouais, c'est ça, totalement. Ça, c'est vrai que ça peut être voilà, peut-être une surprise pour certains qui découvrent ce que c'est d'être un petit peu éloigné, hein. Ça chamboule un peu quand même. Ouais, c'est progressif, hein. Les jeunes arrivent à- au camp du Sud à partir de la quinzaine. Avant ça, on a une pratique du kayak. Si tu restes au Canada, il va s'étaler du mois. Nous, ici, je crois qu'on est les derniers à avoir accès à notre lac. Notre lac, il est gelé le 15 mai, entre le 1er et le 15 mai. C'est-à-dire qu'avant cette date, tu ne peux pas pagayer. Ah Et ouais. puis, au début novembre, mi-novembre, le lac commence à geler, les conditions ne te permettent plus de manière sécuritaire de pagayer. Donc, notre saison est très, très courte. Euh, et donc, si tu ne vas pas, comme je l'ai dit, il faut faire beaucoup de kayak. Donc, la gestion des programmes est un peu différente. Tu vois, dans l'hémisphère sud, en Nouvelle-Zélande, ils font presque 2 saisons, puisque eux, il fait beau toute l'année. Donc, ils peuvent pagayer euh, vraiment toute l'année. Et puis, en France, on est un petit peu entre les deux. Donc, j'ai été confronté à ces cultures-là, à ces changements. Donc, en termes oui, de préparation, de programmation, les choses sont différentes. Eh ben justement, venons-en à la préparation, à la programmation. Qu'est-ce que tu Mhm. utilises un petit peu comme méthode pour analyser les charges d'entraînement, que ce soit celles que tu donnes à tes athlètes ou peut-être des fois les retours qu'ils te font, surtout toi qui as affaire à des groupes d'entraînement, peut-être tout le monde ne perçoit pas les consignes de la même manière. Ouais, c'est sûr qu'il y a de l'individualisation, hein, comme je le disais, dans le groupe d'athlètes que j'encadre, il y en a qui sont d'un très haut niveau, qui, qui ont pour objectif de performer au du monde, aux Jeux Olympiques, donc au plus haut niveau. Donc, généralement, ces athlètes-là, ils sont avec leur équipe nationale, mais en même temps, ils restent aussi dans le club pendant un long moment. Donc là, c'est à ces moments-là qu'on collabore avec eux. Et donc, dépendant de la communication qu'on a aussi avec les entraîneurs nationaux, dépendant de la connexion qu'on peut avoir avec ces athlètes, on peut les aider, on est toujours là pour les supporter quand ils ont besoin. Donc, ils reviennent souvent à la maison, puis on les voit régulièrement. Donc, eux, ils sont vraiment pris par un programme qui n'est pas le nôtre, enfin, pas totalement. Et puis, pour tous les autres jeunes, on est dans l'individualisation en fonction de leurs possibilités d'entraînement liées à l'école. Et on essaye de gérer une dynamique de groupe et puis aussi l'atteinte d'objectifs si tu dois faire 10 heures on dit cardio, de, de travail aérobie, il faut que tu organises. Donc, il y a vraiment une volonté de leur donner accès à l'autonomie pour réaliser le plan d'entraînement qui est prévu.
Et puis, il y a des périodes communes. En effet, quand on va sur l'eau, on travaille ensemble pour la plupart du temps. Donc, moi, j'utilise Nolio. Comme je le disais, j'ai travaillé avec d'autres plateformes et j'utilise Nolio pour quantifier mon entraînement. J'utilise la méthode Foster avec le RPE. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. La difficulté qu'on a, nous, c'est de quantifier le travail qui est fait, la charge d'entraînement qui est liée à une séance de musculation, parce qu'on en fait beaucoup. Mhm. Et donc, pour avoir discuté avec pas mal de physiologues ici, certains Français ont émigré ici au Québec, ils me disaient que la meilleure solution pour nous, pour le kayak, c'était d'utiliser cette méthode RPE qui permet je dirais, de quantifier à la fois le travail physiologique, par exemple en kayak, si tu fais de la course à pied, on fait beaucoup de ski de fond aussi, et aussi de comparer, c'est plutôt une charge neuromusculaire, on l'entend bien, mais de quantifier vraiment la durée de la pratique de musculation via le fois le RPE. On arrive vraiment à identifier la charge et ça apparaît après 2 ans d'utilisation, 1 an et demi, ça paraît très cohérent. Alors, c'est vrai que la façon dont les athlètes vont saisir leur entraînement va être fondamentale. C'est-à-dire que faut qu'ils mesurent leur durée de séance, il faut qu'ils mettent leur RPE, et en fonction de ça, ils ont leur propre charge d'entraînement. Donc là, je suis obligé, chaque fin de semaine ou chaque cycle, de faire un travail individuel d'analyse des charges d'entraînement qu'ils ont réalisées. Ah oui, parce que toi, tu donnes les consignes et en fait, derrière, 3 personnes qui vont recevoir la même consigne ne vont pas te délivrer le même RPE et du coup, tu vas devoir réadapter. Totalement. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire, ou des fois, on n'a pas envie de réadapter non plus, hein, je te rassure. Dans le fond, oui, on est obligé d'assurer un suivi, mais je t'avoue que moi, je regarde le audio, c'est tous les jours, là. Souvent, si, par exemple, quand tu les vois en bateau, tu as une idée, tu débriefes les athlètes après la pratique. Et puis, souvent, pour m'assurer je dirais de ce que j'ai vu, je vais aller regarder un petit peu ce qui se passe dans les vitesses qui ont été atteintes par les athlètes, euh, à quel niveau de fréquence cardiaque ils l'ont fait. Et puis aussi, on regarde pas mal les cadences de pagayage. On a la possibilité sur certaines montres de rajouter euh, un compte cadence qui permet d'afficher la cadence qui a été effectuée. Pour nous, la cadence, c'est aussi un indicateur de technique. C'est-à-dire que si tu pagayes à une cadence optimale euh, lors d'une séance identifiée, euh, si plus tu pagais vite, moins tu pagais fort. C'est un peu basique ce que je vais dire là, mais on essaie de faire en sorte que les athlètes génèrent de la vitesse de leur bateau par leur puissance. Et aussi, il y a des seuils identifiés, seuil aérobie ou anaérobie, selon l'intensité de la pratique. Donc, vraiment, la relation vitesse et fréquence cardiaque, c'est vraiment les 3 piliers qui font qu'une séance est réussie ou pas. Donc, ça, je l'utilise vraiment au quotidien pour les périodes de développement de l'athlète. Ah oui, sur la montre, tu vois, j'ai aussi, quand je cours, un peu la cadence de la foulée qui est chez nous synonyme. En gros, si tu as une très très grande cadence de foulée, apparemment, tu aurais quand même moins de chances de te blesser que si tu as une foulée un peu plus lente et lourde, quoi, on va dire. Donc, c'est vrai que c'est intéressant ce petit outil technologique qui apporte un peu les nouvelles montres, quoi. Mhm. Euh, Parlant justement de cette technologie, est-ce que dans votre sport, c'est intéressant de faire du suivi de variabilité cardiaque? Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez? Euh,
Oui. Euh, En tout cas, moi, je ne l'utilise pas aujourd'hui. Je l'ai utilisé en Nouvelle-Zélande et ça nous permettait de vérifier l'état de fatigue. Donc, effectivement, quand tu es en équipe nationale, tu travailles avec un psychologue, un préparateur physique, et puis tu as beaucoup je dirais, d'outils et de support pour mettre en place un projet. Donc, ça, on l'a utilisé. Euh, Moi, j'utilise aussi maintenant, donc je ne l'utilise plus aujourd'hui. J'utilise beaucoup les questions, enfin beaucoup, j'essaye, hein, ça dépend aussi de la disponibilité des athlètes pour être capable de répondre. Mais avec certains athlètes, j'utilise un système de questionnaire, des heures de sommeil aussi, avec les montres intelligentes, on peut savoir un certain nombre de choses. Donc, il y a un petit suivi de ce niveau-là, mais j'avoue que j'utilise plus le HRV. On développe quelque chose ici avec des partenaires. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces choses-là. On essaye de mettre en place, d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc, il y a un petit groupe d'athlètes qui est un groupe je dirais, expérimental qu'on développe ici avec une société qui s'appelle BioTwin. Donc, il s'agit d'évaluer, de créer un jumeau numérique en fonction d'analyse d'échantillons sanguins, d'urine et de salive. Donc, il y a une collection de ces informations qui se fait 2, 3 fois par semaine et sur une durée qui va être relativement longue, quelques mois. Et puis, on va pouvoir identifier très certainement, quand on est en phase expérimentale, par exemple, ça sera peut-être un outil d'analyse de réponse à l'entraînement, suivi de la fatigue aussi. Puis peut-être que de couper nos lios à BioTwin, ça va être intéressant en termes j'allais dire, d'apprentissage. Donc on va essayer de voir ce que ça donne, mais je pourrais te tenir au courant, mais je ne sais pas où on va aller avec ça. Mais en tout cas, c'est très excitant de voir qu'ici, on peut utiliser l'intelligence artificielle là, au service des athlètes. Donc, je suis très, très curieux à ce sujet-là. Ah oui, ah bah, tu vois, ça, je ne connaissais pas du tout. Puis alors, dans mon entourage, je ne pense pas non plus. C'est d'autant plus intéressant chez vous parce que tu disais que tout à l'heure, voilà, à part ce petit RPE de retour de séance, vous n'aviez pas non plus tellement d'indicateurs pour évaluer la charge d'un athlète. Ça manquait un peu puisque ces séances de musculation qui, en plus, on pourrait y revenir tout à l'heure, mais au fil de l'année, elles ne se ressemblent pas. Donc, c'est dur de dire qu'il y en a une qui est très impactante, l'autre un peu moins. Enfin, disons qu'on le sait instinctivement, mais peut-être à quantifier, ouais, ça manque un peu de data. C'est totalement vrai. Puis, c'est un autre aspect qui est intéressant avec les plateformes, notamment nos Lio. Moi, je l'utilise beaucoup pour nos plus jeunes. On l'utilise comme un cahier d'entraînement. Donc, c'est une autre façon d'utiliser nos Lio, c'est-à-dire que la base de la base, voilà, ça rejoint cette notion d'attitude, dans le fond, quand tu as des jeunes qui commencent à entrer un peu, je dirais, la vie compétitive, ce qu'on a besoin, c'est qu'ils soient proactifs, c'est qu'ils soient engagés, qu'ils connaissent le programme, la séance qu'ils vont faire, qu'ils organisent leur semaine. Donc, il y a toute une éducation à ça. Et puis, moi, je trouve d'avoir un jeune athlète qui a sa montre prête avant chaque séance ou qui saisit son RPE après chaque séance et qui est capable de le faire de manière régulière, c'est un vrai indicateur je dirais, d'une forme de professionnalisme ou d'attitude qui nous intéresse. Donc, moi, je l'utilise vraiment pour ça. Et puis, le RPE, c'est aussi un bon moyen d'apprendre qu'on appelle en anglais spacing. C'est-à-dire que quand tu fais une séance aérobie longue, voilà, c'est autour de 4, autour de 5. Et si tu as été à 6 ou 7, c'est que tu as un peu raté la séance, éventuellement. Donc, c'est vraiment un bel outil éducatif pour nos jeunes de cette manière-là. Ah, et tu les formes un petit peu. Voilà, vous ne mettez pas une note comme ça en y pensant 3 secondes.
voilà, vous vous dites qu'est-ce que représente un 3 sur 10, qu'est-ce que représente pour vous un 6 ou 7 sur 10, etc., etc. Ouais, on a parlé dans le temps de pourcentage. Alors, j'ai un peu de ça, je sais pas ce que ça voulait dire. Moi, j'ai toujours un petit peu difficulté avec ça. On a toute une terminologie d'entraînement. Donc, on sait quand tu fais une aérobie de base, ben, tu fais de 4-5. Et puis, on essaye on essaye de travailler aussi avec, je ne vais pas dire de gros mots, mais une programmation ondulatoire. Donc, on a des périodes qui sont très dures. On essaye de polariser un petit peu, c'est-à-dire qu'on a des séances à intensité très haute dès qu'on peut. Et puis, pour le reste, c'est vraiment les intensités de base. On doit aller chercher un développement aérobie chez nos plus jeunes. Donc, on est en train là-dedans. Et le RPE, c'est quelque chose qui est, pour moi, est, pas mal intéressant. Euh, et puis, ça permet aussi de quantifier la pratique. On sait à peu près où on va en fonction des jeunes, à quelle charge d'entraînement ils doivent aller pour faire à quoi ça correspond une semaine dure pour eux en termes de RPE. Et évidemment, il y a des différences selon l'âge, selon le niveau des jeunes, mais on arrive quand même à bien le classifier. Hmm. Ok, alors parmi d'autres indicateurs, tu le disais à mi-mot tout à l'heure, c'est que vous faites pas mal d'autres sports que simplement la glisse sur l'eau. Vous Mhm. vous préparez aussi en ski de fond. Est-ce que, alors tu me diras, ça tombe l'été, donc c'est peut-être plus compliqué. Est-ce que vous pratiquez le cyclisme? Et si oui, est-ce que vous faites appel aux capteurs de puissance ou peut-être sur des vélos d'appartement pour faire des exercices un peu spécifiques? Non. On travaille on essaie de rester dans les zones, même si fréquence cardiaque des jambes et puis du haut du corps, puisque le kayak, on va dire, les tests qu'on peut faire, ça se fait sur des machines de vélo de base, des tests à part palier. On le fait sur des machines à palier spécifiques. Donc, on fait aussi beaucoup de machines à palier. C'est très mécanique, hein, ça ne ressemble pas à la glisse que tu peux avoir sur ton kayak. Non, on n'utilise pas de capteur de puissance. On sait un peu, il y a des analyses de puissance. De là à utiliser, à le transférer sur des entraînements. En live, on ne le sait pas. On ne sait pas trop. Et ce n'est pas grand-chose finalement. Donc, non, on n'utilise pas ça. On fait du vélo, mais c'est plutôt, je te dirais, pour des séances d'aérobie de base, de ski de fond. Bon, les athlètes canadiens sont plutôt, pour ceux qui ont de la neige, sont plutôt des bons skieurs. Alors, on fait beaucoup de skating, et puis on fait de l'aérobie de base aussi. Et puis, à côté de ça, on a des séances un peu plus intensives et on le gère avec les frictions. Pas de capteur de puissance. Hmm. Un dernier outil peut-être qui peut être intéressant à utiliser, qui est un petit peu novateur. Alors, ça ne vaut pas votre intelligence artificielle, mais il y a les capteurs de glycémie là, de la marque Super Sapien qui sont sortis il y a quoi, un an, allez, un an et demi, on va dire qu'avec la crise Covid, c'est un peu tout bouleversé. Est-ce que c'est Mhm. quelque chose que vous utilisez? Non, pas à ma Ouais. connaissance. Les efforts sont peut-être pas assez longs dans vos compétitions, non? Ouais, je crois pas que ça soit pertinent, mais ça peut être intéressant comme contrôle de l'entraînement parce qu'on fait beaucoup de kilomètres quand même en pleine de kayak. On passe beaucoup de temps à pagayer. Euh, Ça reste un sport à dominante aérobie. Euh, donc, il y a beaucoup de travail aérobie et ça ne nous aiderait pas pour identifier euh, comme certaines choses à l'entraînement, en compétition, mais peut-être qu'à l'entraînement, ça pourrait être intéressant. Mais je n'ai pas connaissance qu'on l'utilise ici. Oui, parce qu'il y a une autre composante, c'est que dans les compétitions, quand vous êtes en équipe, il y a une affaire de poids aussi, non? Oui, oula, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Dans le fond, quand tu es dans des bateaux longs, euh, le rapport poids-puissance est toujours très important dans tous les sports. N'empêche que nous, on a un mètre qui nous aide, donc il y a pas mal de force dans un kayak. Donc quelqu'un qui serait relativement lourd
et qui serait quand même très puissant, il serait relativement avantagé sur l'eau, parce que s'il faisait de la course à pied ou un tout autre exercice. Donc, dans les bateaux longs, notamment, il y a une inertie qui est forte. Donc, une fois que le bateau est lancé, des gars pas mal puissants, pas mal gros, on peut les voir de temps en temps dans des bateaux quand même. Donc, il n'y a pas une affaire de poids au sens où ils soient vraiment légers. Et sur les gars s'entraînent tellement de toute façon, ils sont relativement secs. Et oui, Et à un moment donné, oui, tu peux ouais, difficilement grossir quand tu fais des heures et des heures. après, tu as des gens du 200 mètres qui sont spécialistes du 200 mètres qui ne va plus être une distance olympique, sauf chez les femmes. Tu as des gens qui ont des profils de type sur une vingtaine de secondes, qui sont plus musculaires, hein, plus forts, plus musculaires, mais aussi très techniques. Et à l'inverse, des gens plutôt de type aérobie qui ont. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'il faut gérer dans le programme. Les niveaux de fatigue ne sont pas les mêmes. Et il y a des gens qui sont plus des sprinteurs, on va dire, que des gens de type endurant. Donc, on essaye de gérer ça aussi. Hmm. Et non, il n'y a pas de poids idéal en kayak. C'est une bonne chose. Euh, Ouais. une question peut-être un peu plus au niveau de l'entraînement. Alors, tu nous as donné chez toi au Canada cette grosse problématique qui est l'hiver particulièrement rigoureux. Mais est-ce qu'il y a d'autres moments de la saison, par exemple l'été, où vous êtes gêné par une météo capricieuse et à ce moment-là, il faut adapter la séance prévue pour passer à des exercices en intérieur? Est-ce que c'est quelque chose qui intervient aussi dans la saison, ça? Je vais avoir une réponse de Normand, hein, on reste en français quand même un peu oui et non. C'est-à-dire que, euh, il nous arrive de regarder, oui, on regarde un petit peu comme peut-être comme en voile, on regarde la météo, il y a la combinaison du froid, de la pluie, du vent et des vagues, qui fait qu'il y a des fois les séances ne sont pas possibles. Donc, en œuvre, donc là, oui, en effet, on va changer le ça nous est arrivé, ça nous arrive aussi en Nouvelle-Zélande. C'est un pays où il y a beaucoup de vent, donc des fois, bon, ben, si tu veux aller chercher une séance de qualité qui ne sont pas réunies, on change la pratique. Maintenant, euh, on va skier par -20 ici, on n'a pas de. Il faut faire très attention au froid, mais Ouais, par -20, vous utilisez pour respirer un petit appareil, non? ouais, ben on se couvre le visage. Ça peut arriver qu'au-delà de -20, on ne sort pas quand même. Mais on a de quoi jouer et modifier les contenus pratiques selon les conditions. Mais les gens du kayak, généralement, il faut vraiment aller loin pour changer les pratiques, hein. Les gens n'ont pas de difficulté à aller naviguer dans des conditions, hein. Il nous est arrivé de faire des compétitions. Le bassin des Jeux Olympiques à Tokyo n'était pas un bassin qui était compliqué. Il y avait beaucoup de vagues. Rio, c'était pareil. Il peut y avoir des bassins de compétition pour les Jeux Olympiques, notamment, qui sont compliqués. Donc, il faut savoir pagayer dans toutes les conditions et dans météo et toutes les conditions de, d'eau. Tu peux avoir des vagues, tu peux avoir de l'eau que tu trouves un petit peu lourde, ça dépend de la profondeur de l'eau aussi. Donc, on développe beaucoup d'habiletés à pagayer beaucoup à différents endroits également. D'accord, ouais, du coup, c'est vrai que hormis cette période hivernale où là, bah, c'est la glace tout simplement qui vous empêche de sortir, bon, en général, c'est anecdotique, Oui, les tout petits à fait. problèmes météorologiques. Alors, une question qui était déjà intéressante avec les autres entraîneurs, mais qui, je pense, va prendre une place absolument énorme avec cette discipline du canoë-kayak, c'est la préparation physique. Alors, préparation physique, voilà, dans les sports comme la course à pied, comme le vélo en général, c'est quelque chose qu'on fait après la coupure annuelle.
au moment des fêtes ou juste après. On fait des exercices un peu en salle et au bout d'un mois, on en a marre et tac, on reprend sa pratique de course ou de vélo. Mais vous, pour le canoë-kayak, je pense déjà ça prend une place plus grande, plus de temps et puis peut-être que c'est aussi beaucoup plus régulier et plus suivi tout au long de l'année. Oui, totalement. Donc, la part de la condition physique, hein, je dirais le sport moderne aussi, en tout cas, en kayak, elle a toujours été très importante. C'est vrai au Canada. Donc, on ne fait pas, en effet, que couper on ne fait pas les bûcherons ici au Québec. On passe du temps dans la salle de musculation. C'est vrai que c'est un endroit, quand il fait froid, on est quand même bien aussi. Alors, on développe les qualités physiques toute l'année. Vraiment, surtout sur les périodes d'hiver, là où on a vraiment le temps de se créer une bonne base au niveau musculaire, au, au niveau du développement de la force au sens large. Puis, le côté du gainage, le côté de la mobilité articulaire, des mouvements de rééducation, de proprioception. On a souvent les épaules un peu fragiles en kayak, donc on fait vraiment beaucoup de travail là. Oui, c'est important. Et puis d'ailleurs, il y a un continuum. L'année, on continue à développer. Donc il y a une continuité de la pratique de la musculation. Ça représente parfois jusqu'à 50% sur des périodes d'hiver comme ça, 40 à 50% de notre entraînement total. Ah bah, tu vois, c'est marrant parce que je n'ai jamais pratiqué ce sport, mais bon, je l'ai regardé un petit peu. Je connais pas mal l'entraînement des athlètes en ski de fond et je me disais justement qu'on allait quasiment titiller les 50% en canoë-kayak. Donc, ça va, je suis pas trop idiot encore. Non, non, mais c'est vrai que ça prend une part importante. Je te dirais qu'en Nouvelle-Zélande, les jeunes qui viennent, qui passent leur temps dehors toute l'année, ils sont naturellement, qui jouent à la plage, ils font du surf lifestyle, c'est cette activité de kayak un petit peu, enfin, qui n'est pas ridicule, mais qui fait un petit peu ridicule quand les gens qui se pratiquent en Australie avec un bonnet sur la tête, des jeux de kayak qui développent un développement athlétique incroyable. Ces gens-là, ils ont besoin de faire de la musculation, en tout cas pas trop, hein, ils sont forts naturellement. Et puis, il y en a certains qui ont des racines un peu maoris aussi. Alors, c'est des gens qui ont des fibres rapides et qui sont portés sur le sport à l'extérieur. Donc, il y a moins de travail à faire de ce niveau-là. Ici, c'est Hmm. peut-être un petit peu plus comme en Europe, aussi un petit peu plus sédentaire, peut-être un petit peu moins fort que ces gens-là naturellement. On développe ces qualités dans la salle. Oui, c'est vrai que en fait, l'athlète qui est entraîné va pas avoir la même phase de préparation physique, suivant aussi peut-être, donc tu disais son degré de sédentarité, et ça intervient aussi dans le travail. Alors c'est vrai que toi, tu as quelque part un peu la chance d'avoir des gens qui sont là de manière quasiment professionnelle face à toi, mais dans d'autres sports, tu as des gens voilà, qui vont avoir un métier de bureau, donc eux, forcément, ils vont avoir besoin de beaucoup plus comme tu en parlais, hein, de mouvements articulaires, de travailler leur mobilité. Et puis d'autres qui ont un métier physique, qui bougent déjà énormément toute la journée, eux, ils vont pouvoir se concentrer uniquement sur le geste sportif technique. Oui, totalement. Il faut gérer le côté préparation physique, le côté technique et puis le côté développement physiologique. Donc, c'est plutôt une richesse dans le fond. Mais c'est vrai que pour reprendre sur le développement de la force en général, on a des standards de force à atteindre pour les athlètes. Donc, ça paraît un peu barbare tout ça, mais c'est vrai qu'un athlète qui, euh, sur un mouvement de développé couché ou de tirade à la planche, quand tu es sur le ventre et que tu tires une barre vers toi, bon, bah, vraiment les meilleurs, les plus forts, ils sont autour de 150-160 kilos en maxi, une RM max, ils sont très 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 forts. Et on demande on demande pas aux athlètes d'atteindre forcément ces standards-là, mais c'est sûr qu'il faut si tu es proche et si tu es un bon pagayeur, un bon technicien, c'est quand même mieux. Donc,
ce vers quoi on essaye d'orienter nos athlètes. Je crois que c'est le cas dans tous les pays, hein. J'ai pu le voir, hein, les Allemands sont très forts avec des standards dans chaque. Allez, c'est une nation qui adore la musculation, hein. Même quand ils Ouais, font du ski de fond, tu vois, ils sont réputés très friands, hein, de l'entraînement en salle. ouais, mais ils mettent en place des procédures. Moi, j'ai travaillé avec un ex-allemand de l'Est durant mon temps en France pendant 4 ans, et puis ils sont très rigoureux dans leur approche de l'entraînement. Et ils sont très pragmatiques aussi avec l'atteinte de ces standards-là. Donc, que ça soit en bateau ou en musculation ou en course à pied, par exemple, il y a une série d'objectifs qu'il faut atteindre. Hmm. Alors, ça ne m'étonne pas du tout ces poids qui sont très élevés, hein, 150, 160 kilos développé couché. Bon, vous avez beau être un Golgoth, c'est énorme. Moi, quand je m'amuse un tout petit peu pendant un mois, pendant la coupure, voilà, une fois que j'ai soulevé mon poids, je suis très heureux. Et en fait, ça ne m'étonne pas parce que j'écoute depuis très longtemps Rudy Koya, qui est un athlète en bodybuilding. Et puis, en fait, il s'est pris de passion pour le canoë-kayak habitant Annecy, tu vois, c'est très agréable sur le lac d'Annecy. Et Mhm. il a été vice-champion de France du rameur il y a peut-être 2 ou 3 ans, je crois. Et il anime un podcast, Les Secrets du kayak. Je ne sais pas si tu as déjà écouté. Non. Ah ouais, bah, je pense que ça t'intéressera. Il y a plus de 50 épisodes et Ok. il va chercher la plupart du temps des athlètes, mais de temps à autre, il a aussi un entraîneur pour justement. Ils vont dans le fond, hein, c'est 1h15, 1h30, 1h45 à chaque fois. Il Ok. prend le Ok. temps avec les. Donc, les secrets du kayak, pour ceux qui nous écoutent et qui pratiqueraient ce sport, je pense que c'est sympa à écouter. Ah, je vais faire un tour. Frédéric, comment toi tu fais pour progresser en tant que coach? Parce que tu as démarré, on était en 93, aujourd'hui c'est 2021. Tout au fil du temps, tu as évolué, tu as surtout voyagé. Ça, c'est intéressant, c'est que tu as vu plusieurs cultures avec la France, le Canada, la Nouvelle-Zélande, puis le Canada. Comment, au fil de ces années, tu dirais que tu as évolué? En plus, tu le disais, hein, tu es parti dans le métier de coach. Au départ, ce n'était pas spécialement un rêve d'enfant. Ouais, mais c'est vrai, mais je me sens très bien, hein, dans ce que je fais. Mais euh, oui, je me suis beaucoup amélioré. En tout cas, je cherche à m'améliorer plutôt dans ma façon j'allais dire, dont je m'engage auprès des athlètes. C'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte j'ai appris beaucoup du pragmatisme en Nouvelle-Zélande, à la l'anglo-saxonne, de faire en sorte que quand on a mis en place un objectif et qu'on a défini un certain nombre de moyens, essayer de les atteindre d'une manière très, j'allais dire holistique, mais je ne veux pas que ce soit un gros mot, je dirais plutôt de manière globale, c'est-à-dire que tu sais, on a cette règle des 80-20 dans la vie, tu t'entraînes à Mmh. peu près 20% de ton temps, puis tu as 80% du reste de ton temps, ben, c'est ta vie, ton sommeil, ta nutrition, tu vois où je veux en venir évidemment, mais la façon dont tu t'organises dans ta vie sociale, avec tes études ou ton travail. Et dans le fond, comment est-ce que tu mets en place tout ça pour être au rendez-vous de chaque entraînement, pour être prêt, pour faire en sorte d'atteindre tes objectifs. Ça, c'est quelque chose où avant, j'avais une forme d'amabilité à laisser aller, puis à essayer à me retrouver, sans être vraiment très proactif dans ce domaine-là, parce que je me cantonnais au rôle de coach vraiment sur l'eau. Et puis ben là, maintenant, je suis vraiment sur une dynamique qui est plus oui, globale. Et puis, je me suis beaucoup nourri de toutes mes expériences. La, la langue anglaise, ça a été, hein, ça a été quelque chose de difficile pour moi, parce que ce n'était pas tant la langue, c'était aussi la culture. Donc, travailler dans un autre système où il y a d'autres valeurs, il y a plein de non-dits, plein de choses qu'il faut comprendre, que tu intègres avec l'expérience. J'ai adoré mon expérience en Nouvelle-Zélande. Pendant 4 ans, j'ai été confronté à vraiment à du très haut niveau, dans la façon dont les gens gère le sport de haut niveau. On connaît
Ironman, tu vois les gens de la voile aussi, de l'America's Cup. Tu as aussi en aviron, par exemple, en triathlon, il y a quelques athlètes par-ci par-là qui sont intéressants. Donc, moi, je les ai côtoyés au quotidien. Et je n'ai pas parlé tout à l'heure, etc., mais les femmes kayak, il y a des qui c'est des légendes du sport. Et j'ai appris énormément. Et ça m'a aidé beaucoup à me positionner. Et je crois qu'essentiellement, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt la globalité de la façon dont tu apprends le sport. Et en essayant vraiment d'identifier ce que tu veux faire. Vraiment, qu'est-ce que tu veux faire et comment tu veux le faire. Donc, c'est ça qui est important. Donc, moi, je me positionne maintenant, aujourd'hui, en tant que quality controller, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'une fois que ça a été mis en place, ben, moi, je vais essayer de contrôler ce que les athlètes, ce sur quoi ils se sont engagés. Et donc, c'est vraiment dans la globalité. Donc, c'est parfois un petit peu difficile parce qu'il y a un travail, oui, de culture, d'attitude à essayer d'avoir. Et je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse mettre en place pour un athlète s'il a envie d'aller vers la performance. Et oui, faut qu'en face, ça réponde, quoi. Mais bon, je pense que tu as face à toi des gens qui sont tout oui. Est-ce que tu aurais, tu vois, je te parlais de ce podcast, mais un peu par hasard, hein. Est-ce que tu aurais, toi, de ton côté, des livres à recommander, que ce soit pour se former sur le coaching ou sur le management un peu d'équipe ou pour se divertir à propos du kayak aussi, peut-être des belles histoires, des retracements de vie de certains champions? Euh, Pas vraiment. Je, j'en aurais, ça serait, je préfère pas en donner parce qu'en fait, il y en a tellement, notamment, il y a beaucoup de podcasts que j'écoute maintenant. L'accès à la langue anglaise m'a permis vraiment d'aller vers ces Ah bah oui, choses-là. oui, t'en as 6 fois Ouais, plus. ouais, c'est ça. Puis, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent dans le quotidien, y compris dans les social médias comme Facebook, Instagram. Il y a des articles qui passent, il y a des, il y a des, il y a des, des livres qui m'inspirent, mais pas au point d'en faire une Bible. Moi, je suis toujours resté au Valnet de l'époque, il y a très, très longtemps, quand j'étais jeune étudiant. Je suis revenu il n'y a pas très longtemps. Puis, je trouve que c'est des outils de base, que je trouve vraiment pour les bases de l'entraînement. Pour le reste, en termes de management, non, j'en ai pas vraiment. Par contre, ce que j'aime beaucoup, moi, j'essaye beaucoup de discuter avec un maximum d'entraîneurs dans différents sports. Et puis, j'essaye d'appeler mes collègues, d'essayer de ne pas rester isolé. J'essaye vraiment de me nourrir des discussions avec d'autres coachs. Et non, ça me suffit. Je ne vais pas chercher, je vais pas chercher de vraiment, tu vois, le HRV et puis toutes ces choses-là. Je ne montre pas les disciplines. Bon, c'est des outils. Je ne veux vraiment pas me lancer dans trop de complexité, de spécificité liée à l'entraînement. Euh, Parce que c'est une source de distraction pour moi par rapport à ce que je considère être vraiment le nœud de la performance en termes d'attitude, de, de, ouais, d'engagement dans ce que tu fais. Il y a le côté, peut-être des choses de management, il faudrait que j'y réfléchisse. Il n'y a pas de livre en tête. Là, Et au niveau voilà, plus visuel, peut-être film, documentaire, un truc. J'aime bien. Peut-être quelque chose de motivant, tu vois, aussi. Ouais, Ah, je t'ai coupé, vas-y. Vu qu'il y a un tout petit décalage, c'est vrai que j'ai mangé ta phrase. ben, écoute, récemment, j'ai regardé sur Netflix The Last Dance. C'est ce basketteur, comment il s'appelle Ah oui, oui, oui. euh, j'ai trouvé ça super intéressant, inspirant. Ah, je ne l'ai Euh, pas regardé, mais je l'ai mis dans les favoris pour le ouais, regarder plus tard.
Ouais, je te le recommande. C'est un athlète qui me l'a conseillé. Ouais, je suis allé voir ça. Puis là, c'est le dernier en date que j'ai en tête. C'est très inspirant. Vraiment, la résilience de certains athlètes, c'est aussi un autre univers parce que c'est du basket, c'est le très haut niveau et c'est des mecs qui sont incroyables. Je me rappelle plus du nom du basket, c'est un peu complexe. Non, le The Last Dance, là, vraiment super. Ok. Frédéric, du fait de ta grande expérience de coach, sans porter un quelconque jugement, comment tu dirais que le métier a évolué? Alors, c'est vrai que toi, tu as pas mal voyagé, donc peut-être tu n'as pas eu le temps de te poser et de voir un peu la pratique en te disant, oh là là, ça a pris telle ou telle direction. Est-ce que tu as vu des choses un peu... voilà, tu te dis, tiens, c'est marrant, ça, on le faisait il y a 10 ans, aujourd'hui, on ne le fait plus. Ouais, ben écoute, c'est une très bonne question. Dans le fond, euh, je crois qu'il y a une, une professionnalisation à tous les niveaux. On- Aujourd'hui, coacher, c'est pas juste être sur l'eau avec l'athlète et puis lui donner les bons conseils techniques, c'est gérer la globalité, de l'aider à gérer la globalité de sa vie. Nous, on n'est pas un sport professionnel, hein, donc, les athlètes ne vivent pas de leur sport, en tout cas pas bien. C'est aussi, il y a une multiplicité aussi d'un point de vue au niveau des équipes nationales. Il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup euh, de gens qui peuvent venir influencer euh, dans l'entraînement, la poursuite des objectifs en Nouvelle-Zélande, ou c'est le cas aussi au Canada, en France aussi, mais tu travailles avec un préparateur physique, tu travailles avec un préparateur mental, tu travailles avec, ou plusieurs, hein, ça peut être plusieurs d'ailleurs, tu travailles avec un physiologue, tu as les soins à gérer. Donc, ça, c'est une partition qu'il faut organiser. C'est pas difficile, mais c'est complexe. Donc, cette complexité-là, il faut la gérer. On a parlé un petit peu d'individualisation. Donc, ils disent attention to detail en anglais. Donc, il faut faire chaque détail devient important. Euh, la façon dont tu vas interagir avec les athlètes, dont tu vas organiser ta journée, c'est comme un marathon. Chaque journée est très complète pour l'organiser. Euh, les attendus sont différents en fonction que tu es dans un niveau de développement, un niveau de performance. Et puis, moi, à mon niveau, bah, j'ai à gérer aussi le fait que les athlètes ne sont pas forcément sous ma responsabilité, les athlètes des équipes qui vont partir sur les équipes nationales. Donc, mon job, mon rôle, ça va être de les préparer au mieux pour ces échéances-là quand ils partent en camp. Et puis, quel niveau de comment on va interagir. Donc, tout ça, j'essaye de l'organiser. C'était un petit peu plus simple quand même il y a quelques années, mais pour le coup, c'est quand même très enrichissant. Ça prend beaucoup de temps. Donc il faut rester bien concentré sur ce qu'on met en place à chaque entraînement. Et puis, je m'excuse, hein, j'ai eu des petits coups de fil. Ben, il y a tout le quotidien qui est les athlètes qui t'appellent, sont jeunes aussi, qui ont besoin de, de feedback régulier, qui ont besoin d'être soutenus et puis d'être accompagnés et puis des fois d'être motivés. Donc, il y a aussi une différence les, les pays. Un jeune Canadien se comportera différemment d'un jeune Français ou d'un jeune Néo-Zélandais. Alors, il faut tenir compte de ces choses-là, il faut être un peu adaptable, puis surtout euh, euh, très résilient aussi par rapport aux événements qui arrivent chaque jour là. Faut encaisser pas mal de choses, je crois, parce que il faut rester très souple dans sa façon de voir les choses sans quitter euh, les objectifs qui sont ceux des athlètes. Ouais, on a l'impression que la vie des gens, globalement, est devenue un peu plus intense
à tout niveau, quoi. Tout va assez vite et tu étais un peu là aussi pour recadrer les choses, je pense. Ouais, c'est vrai. J'en ai pas parlé, mais le poison, c'est cellulaire. Les athlètes les jeunes enfants, les plus vieux maintenant. Hein, moi, le premier, on est collé à notre téléphone portable, à notre cellulaire, on dit ici au Québec. Et puis, la nature des consignes, la nature de la façon dont tu vas communiquer avec les athlètes, il faut que ça soit. Tu ne peux pas envoyer un long email. Euh, en cela, Nolio, c'est vraiment bien parce que Ah oui. tu as l'app sur le téléphone, il n'y a pas de. Les RPE, puis les sensations, après chaque séance, ça arrive. Euh, mais ils ont un niveau d'attention, un niveau qui est très réduit, un niveau de distraction qui est très, très grand. Alors, il faut prendre ça en compte. Et puis, le kayak, c'est un sport aussi, beaucoup d'activités où tu ne vois pas le résultat tout de suite. Il faut d'abord en faire beaucoup. Donc, la motivation à long terme, elle n'est pas très importante, je dirais. Donc, c'est un petit peu différent de ce qu'on pouvait connaître de notre temps en France. Ici, les jeunes enfants ont la possibilité de faire beaucoup d'activités, beaucoup de sports, beaucoup d'autres activités. Et donc, le phénomène du zapping est réel ici. On voit des athlètes incroyables, des jeunes qui sont très, très bons. Finalement, souhaitent pas continuer. Alors, c'est difficile de voir tant de talents qui part, qui s'arrête, mais j'allais dire, c'est la vie de coach, donc il faut vivre avec. Eh oui, j'ai vu aussi, hein, je fais du sport depuis très jeune et j'ai vu des amis qui étaient très très forts et puis bon, un jour, tu vois, ils avaient plus envie, quoi, en toute simplicité. Est-ce que, toi, là, c'est les dernières questions, c'est assez drôle, c'est pour détendre l'atmosphère sur la fin. Si tu devais te souvenir d'une fois, ta plus grosse erreur, Frédéric, en tant que coach, la boulette. Ouf, euh, Bon, j'en ai une fait plutôt pourtant. marrante, hein, pas une qui est triste. Euh, non, mais écoute, il n'y a pas. Il faudrait que j'y réfléchisse. On essaye on est un peu dans le déni, hein, on essaie d'aborder ces sujets-là. Oh, des erreurs. Erreurs. Je me souviens notamment une fois en étant entraîneur national il y a quelques années dans le sud-ouest de la France. C'est un endroit où il y a beaucoup comment dire, de kayakistes qui viennent faire des spots, des sites d'entraînement. Donc, c'est à Temple-sur-Lot qui va être un site d'ailleurs de préparation olympique, comme il va y en avoir beaucoup en France avant Paris 2024. En fait, moi, j'étais donc coach national. J'étais dans mon bateau moteur, mais je n'avais pas mon permis bateau moteur sous moi. Et tu es comme en voiture, tu es censé l'avoir. Et puis, il y a des gendarmes, un petit peu zélés qui m'ont arrêté, puis j'étais donc en situation d'entraînement avec des athlètes de l'équipe nationale. Et je me suis fait embarquer par une grosse vedette qu'on ne voit pas rarement quand même, qui m'ont arrêté puis qui m'ont amené au poste presque à être menotté parce que j'avais permis. Alors franchement, j'étais dans un bateau moteur, tu vois, à suivre les athlètes, donc c'était assez cocasse. On en parle de temps en temps, un peu comme un délinquant, m'être fait arrêter. Puis donc, ouais, j'étais pas en garde à vue là, c'est pas ça, mais c'était assez, mais je n'étais pas stressé, ça allait, mais voilà, c'est pas vraiment une erreur, c'est plutôt une belle anecdote. Puis, écoute, des erreurs, j'en ai fait là. Ça, c'est trop long, on passerait quelques heures à te parler de toutes mes erreurs, Mais mais celle-là, elle est bien. celle-là, elle est marrante. Ouais. Et alors, pour contrebalancer ça, à l'inverse, tu vois,
le jour où tu as été le plus fier tu as été peut-être le plus ému par une des performances d'un de tes athlètes? Ah, il y en a eu beaucoup, il y en a eu quelques-unes aussi. Eh oui, je me C'est doute, hein, pas ouais, facile. c'est pas comme je disais, tu vois exprimer le potentiel, c'est pas juste de gagner, de gagner, c'est vraiment de voir des jeunes qui arrivent, des athlètes jeunes ou moins jeunes, qui arrivent à, à vraiment réaliser des performances ou des résultats qui sont à la hauteur ou même légèrement plus haut de ce qu'ils voulaient. Donc ça, c'est super cool. C'est des bons feelings. J'en ai principalement, ils sont liés au niveau parce que bah, on est un peu quand même. Moi, dans tous les clubs où j'ai travaillé, j'ai développé certaines relations avec certains athlètes incroyables et j'ai des jeunes qui, 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 avec lesquels j'ai partagé des choses incroyables. Mais les deux que j'aurais en tête, si tu veux, j'allais dire, c'est avec, j'en ai parlé, j'étais un jeune entraîneur à Sydney il y a une vingtaine d'années, j'étais coach et puis j'ai un athlète qui fait quatrième place aux Jeux Olympiques et vraiment pas très loin d'une médaille, mais on revenait de loin, il y avait eu des choses difficiles, et les sélections, les systèmes de sélection sont toujours compliqués, et d'avoir réussi à faire cette performance avec cet athlète-là, qui est maintenant coach au niveau national en France. Donc, c'était intéressant de vivre ça. Et puis, plus récemment, ça a été aux Jeux ici en 2000 à Tokyo. J'étais pas aux Jeux, mais j'ai développé une équipe de jeunes en Nouvelle-Zélande qui vraiment j'allais dire, comme on dit ici, n'avait rien à voir avec le haut niveau. Et ces deux jeunes-là, ils ont fait leurs premières âmes internationales avec moi. La difficulté en Nouvelle-Zélande de performer, euh, parce qu'il n'y a pas de, c'est très anglo-saxon, hein, pas de résultats, pas d'argent. Donc, un de mes jobs, c'était de faire en sorte qu'ils puissent développer de l'expérience. Donc, on est venu en France s'entraîner avec les Français qui nous ont accueillis super bien. Mais je suis venu faire des camps, des compétitions ici avec l'aide de la France, avec 4 à 6 jeunes qui venaient avec moi. Et puis ces jeunes-là, ils se sont sélectionnés au jeu. Donc c'était ma dernière compétition avec eux parce que je ne suis pas resté. Il y a pas mal de politique aussi là. Je suis venu au Canada ensuite. Et donc c'était leur dernière course qui était leur premier championnat du monde. Ils se sont sélectionnés pour les Jeux. Et puis, un an et demi plus tard, ils font cinquième aux Jeux. Donc, ils font cinquième aux Jeux Olympiques. Donc, c'est vraiment quelque chose d'inattendu. Et à distance, j'ai vraiment savouré leurs résultats parce que ils savent et on sait d'où ils viennent. Et donc, ça, c'était vraiment une sacrée satisfaction. J'espère en vivre d'autres ici avec le club et avec mes jeunes athlètes ici. Et ouais, c'est sûr que c'est un mélange avec à la fois la performance et l'émotion, en fait, Mhm. qui forge ce souvenir-là qui est assez fort. Si tu devais fermer les yeux, tu vois, l'espace d'un instant et imaginer une personne pour l'instant ou toujours inaccessible, mais que tu pourrais coacher, si tu avais l'occasion de changer le cours des choses comme ça. Non, on n'aurait pas. Moi, je ne choisis pas mes athlètes, hein. C'est des athlètes qui viennent dans le club, qui s'inscrivent, ou que ce soit en équipe nationale, tu ne choisis pas n'importe quoi. Et tu dois gérer les athlètes qui arrivent. Ce que je, ce que je voudrais, par contre, c'est avoir l'expérience que j'ai aujourd'hui et puis être capable de revenir un petit peu en arrière pour assumer un encadrement différent dans le passé. J'ai quelques regrets, pas de remords, mais quelques regrets de ne pas avoir l'expérience que j'ai aujourd'hui. Mais non, j'ai pas d'athlète que j'aurais souhaité entraîner. Peut-être moi-même, dans le fond, euh, et pour me mettre des coups de pied au cul, parce que je me rends compte que même en tant qu'athlète, je fais beaucoup d'erreurs.
et que, ben, on ne revient pas en arrière. Mais après tout, j'ai pas réellement ni de modèle, ni d'athlète que je voudrais entraîner. Je suis très bien avec les athlètes que j'entraîne. Hmm. Mais vraiment, tu vois, c'est vraiment une dimension. Là, on est dans le rêve, hein, dans Mhm. l'inaccessible. Si tu avais une personne comme ça, tu aurais quand même voulu être un peu son coach, voir ce qu'elle faisait, ou peut-être te dire, ah, putain, celui-là, j'aurais peut-être pu lui apporter un truc, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Non, j'ai pas Hmm. peut-être quand même. Ce que je pourrais dire, c'est que euh, moi, c'est plus des expériences. C'est-à-dire que j'ai eu vraiment une chance exceptionnelle de défiler au moment des Jeux, sous le drapeau canadien, néo-zélandais, du monde, de voir le regard qu'on a sur nous quand d'avoir été français aussi, le regard, comment on est perçu en fonction de la nation qui présente, c'est différent. Et par contre, d'expérimenter des entraînements avec des collectifs ou des équipes différentes, ouais, ça reste des choses qui m'intéresseraient. Il y a parce que je suis attiré culturellement par des pays, peut-être, mais j'ai eu l'occasion d'aller au Japon, de coacher une équipe du Japon ou l'Australie m'intéressait beaucoup. Euh, euh, Même certains pays d'Europe, des pays latins aussi, de l'Amérique du Sud, ça m'attire un petit peu. Ça m'attire un petit peu parce que c'est vraiment être confronté à une autre culture, à une autre adaptation. Donc, c'est ça que j'aime. Mais, euh, mais ça ne correspond pas des athlètes individuels. Non. Hmm. Euh, Ok. Ouais. j'en ai pas. Et sinon, dans toute ta carrière, est-ce qu'il t'est arrivé au club d'avoir des membres de ta famille que tu as dû entraîner du coup? Non. J'ai une de mes filles qui pratique le kayak à un niveau, niveau de base. J'ai jamais eu l'occasion. Euh, J'essaie de rester en dehors de tout ça. Donc, je joue plus mon rôle de papa là, mais je l'encourage. Donc, il y a un petit peu, souvent, tu sais, tu vois des papas aussi. On en a beaucoup dans les clubs qui se prennent pour des entraîneurs. Donc, les parents sont très impliqués. Donc, il faut aussi gérer ça aussi. Mais non, je ne crois pas que c'est quelque chose aujourd'hui qui, je pense, soit vraiment productif pour ma fille qui est dans la préadolescence. J'ai une autre fille qui fait du sport, qui fait du vélo. Non, j'interviens pas beaucoup. Je, je les laisse aller avec leur propre, je dirais, leur propre trajectoire, etc. Et j'ai jamais eu l'occasion. Donc, je ne peux pas te dire vraiment si c'est quelque chose qui fonctionnerait pour moi. D'accord. Et tu nous as parlé justement quand tu étais en Nouvelle-Zélande, tu as endossé le rôle de l'entraîneur de l'équipe masculine parce que ils étaient un petit peu en deçà de l'équipe féminine. Est-ce que tu as déjà eu aussi à manager des équipes féminines? Et si oui, qu'est-ce que tu relèves un peu comme différence avec les équipes masculines? Ah oui, il y a des différences. Euh, de moins en moins. Je dirais que les jeunes sont plus uniformes dans leur façon de gérer leurs émotions. Moi, j'ai été coach de l'équipe canadienne. J'ai coaché en France des femmes aussi. J'étais ici dans mon club aujourd'hui aussi, des jeunes filles. Mais j'ai entraîné l'équipe canadienne de canoë-kayak pendant 2 ans. Et ouais, c'est compliqué. Je ne crois pas avoir été très, très bon, pour être très honnête. J'avais une approche un peu raide, peut-être du cours, hein, d'ailleurs, de comment que ça doit être. Il y a là, je crois que entraîner les femmes, ça prend une psychologie un peu différente. La notion d'écoute, la notion de partage, la notion euh,
ouais, un petit peu une dimension un petit peu affective, elle est plus forte, elle est plus importante. Et donc, il faut être à l'écoute de ça. Et on ne peut pas prendre de raccourcis. Il faut vraiment prendre le temps. Il faut vraiment convaincre une fille, peut-être un petit peu plus. Une fois qu'elle est convaincue, par contre, je pense que les choses vont bien. Mais le niveau de choix, le niveau de décision est peut-être un petit peu différent. On ne peut pas paraître sexy. Il y a beaucoup de qualités chez les filles. L'engagement, notamment quand elles ont compris vers quoi elles doivent aller, vers quoi elles veulent aller, ben là, ça roule très très bien. Euh, euh, mais il y a certainement une dimension, ouais, comme je disais, émotionnelle, affective, euh, qui est différente. Ce que je vois ici dans mon club, c'est que les jeunes filles, elles sont plus prises par leur quotidien, par leur, j'allais dire, par leur vie sociale. Elles sont plus dans une dynamique d'équipe. Et alors que les hommes sont parfois plus drivés, plus individuels. Donc, il faut tenir compte de ça dans la façon dont tu vas les gérer, la façon dont tu vas composer les bateaux d'équipage, la façon dont tu vas gérer les dynamiques de groupe. C'est un petit peu différent euh, quand même. Oui. D'accord, ouais. Et oui, parce qu'en plus, non seulement par rapport à d'autres entraîneurs, tu vois, qui font du coaching à distance dans les disciplines que je citais au début de ce podcast, toi, c'est vrai que Ouais. face à toi, tu as un groupe. Donc, ça implique encore des modes de pensée différents d'un athlète individuel, qui soit masculin ou féminin. C'est que face à toi, tu as aussi un groupe à articuler. D'autant plus que même sur l'embarcation, c'est par équipe. Oui. Oui, tout à fait. Enfin, C'est-à-dire que, pas toujours. ouais, ben, non, pas toujours. Alors, on s'entraîne beaucoup en bateau individuel. On est un sport, nous, on est un sport d'équipe dans des bateaux individuels. C'est-à-dire que, comme dans beaucoup de sports, la notion de confrontation, on doit être sur nos seuils d'entraînement ou dans nos vitesses, dans nos cadences. Puis en même temps, on doit gérer un parcours qui est sur un lac, sur une rivière, avec des niveaux différents. Et en même temps, on essaye de se fixer, de se confronter quand même un petit peu. Donc, la gestion des groupes, la gestion de ce qu'ils vont faire, de comment ils vont le faire dans le briefing, c'est aussi important. Donc, il y a une gestion individuelle et il y a aussi une gestion du groupe. Et bon, dans la salle de gym, c'est la même affaire, là, la façon dont tu gères les mouvements, les groupes, le pourcentage, la qualité des mouvements selon ton niveau va être essentiel. Et ensuite, la composition, oui, des équipages, la façon dont est-ce que tu mets le leader en première place ou en deuxième place? Il y a tout un rythme à trouver. Il faut être synchro, donc il faut être quatre déjà. Et puis bah, il faut être capable de gérer les tensions qu'il peut y avoir. La communication, c'est quelque chose de fondamental. On leur apprend, si tu veux, par exemple, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, comment on va le faire, et puis quand ça ne va pas, on s'arrête, puis on discute, chacun s'exprime, pas toujours le même, etc. etc. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse aussi de voir comment les athlètes ils interagissent entre eux. Et souvent, celui qui interagit le mieux, c'est aussi celui qui est le mieux armé pour faire une carrière de bon niveau, puisque c'est la compréhension qu'il a des systèmes d'entraînement, la compréhension de sa technique, la compréhension sociale qu'il y a dans un bateau. Tu peux voir aussi qu'il y a certains athlètes qui sont peut-être un petit peu moins forts, même au niveau international, mais qui sont des vrais leaders dans les bateaux. Donc, cela, tu ne peux pas te passer. Donc, il y a tout le quid là, de la sélection et de la composition de l'équipage. Est-ce que c'est le meilleur qui va aller dans ton bateau d'équipage, le meilleur individuel? Peut-être pas forcément. Et ouais, c'est pas évident cet aspect mental. Alors Frédéric, on arrive à la fin des questions. Bah, tu vois, on a fait une bonne, dis donc, un bon audio là. Dernière petite question. Si tu avais un seul conseil à te donner à toi-même, il y a 5, 10, 15 ans en arrière, tu vois, peut-être si tu penses à un truc, tu te dis vraiment ça, j'aurais dû le faire plus tôt, ou alors j'aurais dû le faire à ce moment-là, etc.
Ah, bah là, par contre, j'ai pas d'hésitation, c'est être moi-même et me fier à mon instinct. Ah, Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder. Euh, Souvent, le feeling des choses et le premier feeling qu'on a, les premières sensations de ce qu'on doit faire ou de comment on doit le faire sont vraies. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas s'organiser pour être meilleur et prendre un petit peu de recul, avoir de la distance avec les décisions liées à l'entraînement, par exemple. Euh, mais, euh, mais j'allais dire que être soi-même, être fidèle à ses valeurs, qui est aligné, j'allais dire. J'ai appris beaucoup de ça de la Nouvelle-Zélande. C'est quelque chose fait que tu prends un vrai leadership sur ce que tu veux faire, sur ce que tu dois donner, ce que tu dois euh, euh, mettre en place pour arriver à tes fins. Donc, c'est vraiment être soi-même. C'est quelque chose de fondamental. On vit bien mieux avec ça. d'accord. Bah, écoute, je te remercie, Frédéric, pour ton temps qui est quand même compté, hein, comme on a pu voir. Ouais, Les je suis athlètes désolé encore. bouillonnent derrière, Ouais. et c'est bien normal. C'est bien normal, c'est bien normal. Donc, on te remercie d'avoir pris un petit peu le temps et d'une part, de présenter la discipline avec nous, puis de te donner les réponses aux questions voilà, avec le passif que tu avais. C'est très, très riche. Donc, merci à toi vraiment, Frédéric. Merci Hugo, merci à vous. Et Et puis, bonne continuation. Longue vie au podcast Nolio. Je vais les écouter. Puis, on va continuer. Je suis très heureux de faire partie de cette famille Nolio que je ressens plus comme une communauté. Et donc, je suis très heureux d'y avoir participé à travers ce podcast. Merci à toi. Eh ben justement, tiens, tu vois, petite question bonus qui arrive comme ça. Est-ce Ouais. que tu aurais un collègue entraîneur que tu aimerais voir passer, enfin entendre dans le podcast, justement? En matière, écoute, il y a moi je sais qu'il y a des gens de kayak en France là, qui sont des coachs incroyables que j'ai eu l'occasion de côtoyer, même coacher il y a très longtemps, ou pas très longtemps, pas très longtemps dans le temps, mais je les connais très bien. Il y a des entraîneurs euh, comme François During, Philippe Collin, qui sont aujourd'hui en charge de la préparation sportive des équipes olympiques en canoë-kayak en France, qui sont incroyablement euh, intéressants, qui ont une vision de leur pratique qui est incroyable. Et puis, écoute, il y a des coachs ici euh, au Canada qui sont pas moins intéressants aussi dans différents sports, donc, qui sont des vrais québécois. Donc, je pense à un de mes collègues qui est Frédéric Jobin, qui entraîne l'équipe nationale, puis d'autres entraîneurs ici là, en patinage de vitesse qui sont super intéressants. Donc, Ah oui, ça c'est un sport pareil. Ça, c'est très visuel sur les Jeux Olympiques. Bah, d'ailleurs, cette personne doit être dans les starting blocks puisqu'il y a les Jeux d'hiver là qui se profilent à l'horizon. ouais, ouais, il y en a un ou deux là qui sont en plein dans leur préparation. La sélection vient d'être annulée à cause de la Covid ici au Québec, la sélection olympique. Donc, je crois qu'ils doivent être pas mal dans le trouble, comme on dit ici, mais Hmm. ils sont très occupés. Mais ouais, je crois d'ouvrir des discussions au kayak, bon, l'aviron, j'imagine des gens de la Fédération française d'aviron, il y a des gens super intéressants. On est des coachs aussi français. Il y a des expatriés en, en aviron qui ont coaché au Japon, là, avec l'équipe au moment des Jeux de Tokyo, là, qui doit être sacrément euh, intéressant à discuter avec. Non. Eh ben, je te remercie, Frédéric. On va se quitter là-dessus, sur ces petites pistes que tu nous donnes, puis on verra voilà, s'ils répondent à notre demande de contact. Tu auras peut-être la surprise de les entendre. Ok, Ben, je vais te souhaiter une bonne journée alors, parce que là, merci. tu t'attaques la journée maintenant Ouais, c'est parti. au Je vais Canada. aller voir ce qu'ont fait les athlètes. Merci beaucoup. Merci de votre accueil.
Eh bien allez, à bientôt. Salut, bye. Tu viens d'écouter un nouvel épisode du Nolio Podcast. Je sais, c'était génial. N'hésite pas à réagir sur l'une ou l'autre de nos plateformes, que ce soit notre page Facebook, Instagram, notre groupe Strava ou sur LinkedIn. Les liens sont dans la description. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Salut.